arrêtés. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse, via Stella évidemment. En ces temps d'incertitude où l'ego des différents candidats aux élections est souvent plus important que les idées, il est bon de faire appel à la pensée critique de véritables philosophes. Nicolas Grimaldi est originaire de Sartène et il est assurément l'un des grands penseurs de notre temps. Il est urgent de découvrir ses mémoires d'un passager clandestin aux éditions Colonne. Le Front populaire, l'opposition au fascisme et au nazisme, les révolutions sociales, mai 68, il fut un témoin privilégié de notre temps. Le lire, c'est comprendre les tumultes de notre histoire et c'est également se projeter dans une espérance, un phare qui éclaire l'humain. Les titres de votre 20h. Grèce, le châtiment éternel, les regards du journaliste Sébastien Pisane et de l'historien Paul Tourki-Dorian. Dans la seconde partie, le débriefing culturel de notre débat, l'austérité et la Grèce, pour aller plus loin dans notre réflexion. Les politiques dites d'austérité ne cessent de frapper le peuple grec. Alexis Tsipras, pourtant pourfendeur du FMI, est aujourd'hui le Premier ministre qui doit appliquer les résolutions imposées par ses partenaires européens. Grèce, le châtiment éternel, c'est le sujet de votre 20h. Bonsoir messieurs. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Quelle entrée avec une grande vivacité, mon cher Sébastien. Tsipras tout de suite, voilà. Sébastien Pisani, journaliste, Paul Tourki-Dorian, historien. Alors, on va commencer par ces mots du journaliste Pascal Richer, journaliste au magazine l'Obs. Prométhée, Sisyphe, Tantale, Ixion. En matière de punition éternelle, les Grecs en connaissent un rayon. Désormais, ils en vivent eux-mêmes l'austérité sans fin. Sébastien. C'est le moins qu'on puisse dire. Je trouve que supplice éternel, ça correspond assez bien à l'ambiance. Je pense qu'on va en reparler un petit peu plus tard, mais il y a quand même ce rapport très intéressant du FMI qui a fuité dans la presse. Et il y a un chiffre qui m'a marqué. Aujourd'hui, la dette grecque, c'est grosso modo, je crois, 180% du PIB. Du PIB, du produit intérieur brut grec, 315 milliards d'euros. Et ce même rapport dit que sans un allègement conséquent de la dette, on arriverait à 275% du PIB. Enfin, vous imaginez, la société grecque aujourd'hui est en lambeaux d'un taux de chômage qui a explosé, un pouvoir d'achat des ménages qui s'est effondré, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, aujourd'hui, on a une Grèce qui, pour moi, est devenue une espèce de laboratoire de l'austérité à l'échelle de l'Union européenne. Il est évident qu'il faut que ça cesse. Alors, pour étayer ce que vous dites, Sébastien, le rapport du FMI dit ceci, même avec une application pleine et entière des réformes approuvées dans le cadre du programme d'aide, la dette publique et les besoins de financement vont devenir explosifs sur le long terme. Oui, explosif. Le FMI a longtemps été présenté comme le diable absolu. On se rend compte aujourd'hui que c'est plutôt le FMI qui essaie de convaincre, alors ce qu'on appelait à une époque les partenaires européens, créanciers européens, je crois que c'est plutôt le bon terme, que bon, il va peut-être falloir à un moment donné changer de braquet. Voilà, c'est un peu significatif effectivement de cette absence totale de solidarité entre les partenaires européens et la Grèce. C'est vraiment l'endroit où se cristallise cette espèce de prédation générale. Alors la Grèce, effectivement, la dette, mais c'est historiquement qu'il faut se positionner par rapport à cette dette et par rapport à comment au rapport des Grecs à cette dette, c'est que ça date du 19e siècle. C'est-à-dire que c'est la fin de l'Empire ottoman, c'est là où la Grèce devient la Grèce, en 1922 elle perd l'Asie mineure, et c'est là où on s'aperçoit qu'en fait, tous les bourgeois et les notables grecs ont expatrié les capitaux, leurs sociétés, etc., les armateurs notamment, qui sont bien connus, les armateurs grecs. Et donc la Grèce, elle est exsangue. Et elle privatise tout ce qu'elle peut, au point qu'elle fait reculer l'État sur la chose publique. Et c'est pour ça qu'en Grèce, notamment, on l'a vu, je crois que c'était en 2007, où il y a de grands incendies phénoménaux que personne ne pouvait arrêter, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas de pompiers, on dira, en tout cas de forces publiques, pour mettre un terme aux incendies. Donc c'est quelque chose qui remonte à très loin dans l'histoire. C'est vraiment une crise à la fois interne et externe, puisqu'elle a été le jeu aussi des intérêts économiques européens. Alors là, non pas au sens de l'institution, mais au sens des nations, l'Angleterre, l'Allemagne, même un peu la France. Et elle paye aujourd'hui le tribut de cet acharnement contre elle. Et on voit dans quel état elle est, des vagues de suicides phénoménales, une impossibilité. En fait, la seule solution pour la Grèce à l'heure actuelle, c'est d'effacer la dette.
complètement. Mais là, est-ce que quelqu'un s'y résoudra? Alors, sur ces mesures d'austérité, c'est assez terrible. Il y en a près de 300 mesures d'austérité imposées par les créanciers internationaux sur les prochaines années, acceptées par le Parlement, même s'ils ont essayé de renégocier, par le Parlement, par Tsipras, Alexis Tsipras, le Premier ministre. Sur ces mesures d'austérité, il y a évidemment augmentation des cotisations patronales, impôts plus forts. C'est un peu des politiques, alors néolibérales, je ne sais pas si je dois le dire comme cela, mais en tout cas, c'est un petit peu la stratégie du choc qu'on connaissait au milieu du XXe siècle. En tout cas, c'est l'impossibilité d'un traitement social. Il y a eu une séquence qui a été particulièrement intéressante. En fin d'année, ça s'est joué au mois de décembre, où Tsipras essaie de profiter d'un petit excédent budgétaire dit primaire, ne rentrons pas dans ce détail-là, pour donner une petite prime de Noël aux retraités en difficulté, et également éviter une augmentation de la TVA dans certaines îles, notamment celles qui reçoivent les réfugiés. Que n'avait-il fait? La Banque Centrale Européenne lui est tombée dessus à bras raccourcis, à tel point qu'un petit allègement à court terme de la dette a été remis en question. Bon, finalement, la situation s'est débloquée, mais Tsipras et son ministre de l'économie ont été bons pour une lettre où ils ont été obligés de faire tapis. Clairement. Non, je crois que oui, effectivement. Et alors là, on se rend compte que l'autonomie budgétaire de la Grèce n'existe plus, est complètement foulée aux pieds, même dans un cas où un petit excédent budgétaire permet une petite action sociale. Non, on veut la démembrer pour en faire le supermarché des grands prédateurs internationaux économiques, notamment la Chine. Et on voit bien que le but est là, puisque l'Europe, d'un côté, pense les plaies, alors elle met un petit pansement sur une plaie purulente, et de l'autre côté, elle agrandit la plaie en disant non, mais vous pouvez pas avoir ce côté social auquel vous prétendez. Donc il y a le fléau, le bâton dans les deux mains, et les Grecs souffrent entre les deux. Alors il y a eu les petits espoirs de Tsipras qui a très vite volé en éclats. Voilà, on en parlera certainement tout à l'heure. C'est juste ce que vous dites, parce que, enfin, c'est juste. En tout cas, c'est la perception que l'on peut avoir. Et qu'ont également les Grecs, si on prend appui sur les journaux grecs, on parle même de trahison de Tsipras. Tsipras qui s'est fait élire avec un retour contre l'austérité, contre les politiques dures, difficiles, âpres d'austérité de la communauté internationale, de l'Eurogroupe, du FMI. Aujourd'hui, il semble être dans l'obligation de pactiser, et même au-delà, c'est terrible ce que je vais dire, même on a le sentiment qu'il courbe le dos, qu'il courbe les chines. Oui, jusqu'à quel point a-t-il le choix? La séquence dont je vous parlais tout à l'heure vous montre bien un petit peu le. Est-ce que vous parlerez, vous, de trahison? Non, parce que sinon ça renvoie à des choses. Allons jusqu'à le traité de social trade, comme l'ont fait certains. On réactive une notion qui semblait avoir disparu. Tout ça me paraît assez ridicule. Et ce serait quand même oublier une chose, c'est qu'il y a eu quand même toute cette première séquence durant laquelle, avec son très rock'n'roll ministre de l'économie, Yanis Varoufakis, il y a eu un sacré bras de fer qui s'est joué quand même avec l'Union européenne, jusqu'à ce fameux référendum de juillet 2015, si mes souvenirs sont justes, coupé la tête où il avait incité les Grecs à voter non aux propositions des partenaires ou créanciers européens. Donc on voit qu'il y a eu quand même effectivement une première phase qui a été très dure. Ensuite, toute la difficulté, effectivement... La difficulté, c'est une rupture. Là, il y a un pays... Ça veut dire que c'est impossible? Excusez-moi, mais j'ai le sentiment que c'est impossible. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut créer une rupture quasi violente avec l'Europe. Et tout ce qu'elle comporte, d'institutions, de banques, Mais c'était dans le programme de Tsipras, c'est ce qu'il disait. Oui, et pourtant, regardez, aujourd'hui, c'est impossible. Toujours pareil. On en est sur la forme, je dirais, sur les extrêmes gauches européennes en général. Une fois qu'elles ont accès au pouvoir, on s'aperçoit qu'elles sont pas si extrêmes que ça. Et donc, forcément, lui, quelque part, il a vendu un produit duquel il n'était pas propriétaire. C'était au peuple de décider. Il n'a pas suivi le peuple non plus. Varoufakis l'a quitté. Voilà. Varoufakis, qui lui est sur une ligne, on dira peut-être un peu plus quand même sociale. Et lui continue encore et encore de courber les chines. Et là, on est dans une situation dramatique qui provoque la mort des gens. Donc si à partir de ce moment-là, un homme de gauche, de droite, ou peu importe le programme ou l'idéologie, ne décide pas de claquer la porte aux créanciers en disant maintenant ça suffit, vous êtes en train de vider une nation de son sang et de vous repaître sur le cadavre de ses enfants, il y a un problème quelque part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de conscience réellement
malgré ce qu'on peut voir, nous, je dirais, Français, Corses, Italiens et autres dans les journaux, il n'y a pas de prise de conscience de ce problème-là. Enfin, moi, je trouve qu'on a laissé Tsipras aussi terriblement seul à l'échelle du continent européen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a quand même... il y avait le spectre du Grexit et Tsipras ne voulait pas aller, je crois, jusqu'à cet extrême-là qui a été fantasmé par un certain Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand, hein, qui n'en aurait pas été même le terrible, gêné. Tsipras, on a même eu l'impression à un moment donné que voilà, on aurait bien aimé qu'il vide vite fait la scène. Hein. Donc voilà, il est très esseulé. Et alors c'est maintenant qu'on commence à entendre, notamment un François Hollande qui a plus grand chose à perdre, essayer peut-être de créer quelque chose avec les pays du sud de la Méditerranée. Alors pas comme un contre-pouvoir au reste de l'Union européenne, mais quand même. Enfin voilà, il y a eu le Brexit. À un moment donné, il faut essayer de réactiver un peu ce projet européen. Et je crois que les pays du Sud ont quand même une voix à porter par rapport à une manière de penser la finance qui a été jusque-là très allemande et berlinoise. Exactement, mais le problème de l'Europe, c'est qu'elle est calquée et fondée. Enfin, je rappelle quand même son origine. Elle est créée pour permettre le transport de l'acier et du charbon. Je veux dire, c'est une organisation commerciale, mercantile, financière, bancaire. Et là, on voit dans sa plus horrible manifestation ce dont elle est capable. Elle est capable du pire, c'est-à-dire de provoquer des morts. Des morts par de malnutrition, des morts de dépression par suicide, etc. Et on s'aperçoit effectivement qu'il n'y a aucune solidarité. Ce n'est pas, je pense, reprendre l'Europe telle qu'elle est, essayer de l'améliorer qu'il faut. C'est la reprendre à zéro, c'est l'effacer et repartir à zéro sur une Europe des nations, une Europe des peuples. Une Europe des peuples où à ce moment-là, effectivement, il y a une solidarité parce que les peuples sont solidaires les uns avec les autres. Et pas seulement des entités gouvernementales, et pas seulement des banques. On le sait, derrière le spectre de la crise grecque, il y a Goldman Sachs. Voilà, qui spécule sur la faillite des nations. Qui spécule sur la faillite, notamment. Sur la dette et la faillite de la Grèce, qui retire ou qui influe des capitaux selon les besoins. On sait aussi en ce sens, ça fait penser, pardon Paul, mais à la stratégie du choc, vous l'évoquiez, c'est en ce sens-là que ça fait penser, ce hyper-libéralisme d'ailleurs. C'est ça, hyper-libéralisme. Et puis peut-être qu'un jour, les grands financiers chinois auront un morceau du Parthénon dans leur salon. Le Pirée va déjà tomber dans leur... Le Pirée est déjà tombé. C'est un supermarché créé pour les grands tueurs en série internationaux, que sont les grandes entreprises et les grandes puissances financières chinoises, ou d'autres, il y en a de moins en moins, mais voilà, le gros bloc chinois, et je pense réellement qu'il y a une cible, il y a un marqueur sur la Grèce, et la Grèce, c'est ce qui va nous arriver. C'est-à-dire qu'on l'a vu à l'époque avec l'Irlande, avec le Portugal, avec l'Espagne, c'est petit à petit, la vague monte doucement, pas aussi vite qu'au Mont-Saint-Michel, mais elle monte doucement, mais elle continue à monter. Et cette Europe-là, j'ai peur qu'effectivement, elle ne continue à se construire, à se nourrir que de la mort des peuples. Sébastien, vous êtes un amoureux de la civilisation grecque. Vous avez été il y a quelque temps, vous étiez il y a quelque temps à Athènes. Alors là, il y a le journaliste, il y a aussi l'ancien étudiant en histoire. Le peuple grec, vous l'avez, sur Tsipras notamment, est-ce que vous l'avez senti désenchanté ou il y a encore de l'espoir? Je vais vous dire, quand j'ai eu l'occasion récemment d'aller en Grèce, c'était quand même il y a 2 ans, mais enfin, j'y suis tombé un 1er mai, alors c'était un peu ennuyeux, le seul jour où le Parthénon est fermé, mais en revanche, je peux vous dire que devant le Parlement, dans la rue, il y avait encore du monde, hein, Syriza était encore là. Bon, c'était effectivement il y a 2 ans. Je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui, mais tous les jours, il y a des gens dans la rue aujourd'hui. Il y a le feu, il y a le feu. Violent. On est quasiment au bord de la guerre civile, sachant que la solution démocratique, qui est un peu paradoxale puisque c'est là qu'elle est née, était justement Tsipras, et qu'on n'a pas réussi à trouver une solution malgré cette émergence, cet espoir, ce renouveau politique, électoral, etc. Il n'y a pas eu de solution. La dernière solution, c'est réellement, quand la gangrène s'est installée, c'est de couper. Et là, je ne parle pas de l'Europe face à la Grèce, c'est de la Grèce par rapport à l'Europe. Là, on est en pleine tragédie. On est en pleine tragédie grecque. Ils nous ont laissé à philosophier le théâtre, on leur a laissé la dette. On va poursuivre cette conversation avec nos 2 débriefeurs du soir, mais avant, vous connaissez la règle, 40 secondes pour résumer votre pensée. La Grèce, châtiment éternel. Paul.
Oui, châtiment éternel, parce qu'on le voit que historiquement, elle est en proie justement à cette division, alors géopolitique, puis ensuite économique, maintenant sociale et tout simplement humaine. Donc c'est un châtiment sans fin, tant qu'elle reste enchaînée, même avec son propre gré ou contre son gré, à cette Europe de la finance. Et donc ce qu'elle remet en question réellement, cette situation grecque, c'est la construction de cette Europe. Qu'est-ce qu'elle représente? Qui sert-elle? Et elle ne sert pas les peuples, elle ne sert pas les familles, elle ne sert pas les individus, elle ne sert pas les nations, elle sert la finance mondiale. Elle n'est qu'un outil de la finance mondiale. Et là, c'est ce qui se passe exactement. Elle est en train de privatiser complètement la Grèce par une stratégie du choc, qui est une idéologie néolibérale. Donc le masque de l'Europe tombe. Sébastien? Il faut se sortir évidemment de cette situation. Je crois que le cas de la Grèce doit vraiment nous interpeller. Là, je vais poursuivre un peu ce qu'a dit Paul, parce qu'il nous interroge sur, allez, utilisons les grands mots, le projet européen. La Grande-Bretagne vient de claquer la porte. Je le disais tout à l'heure, je crois qu'il y a, notamment au sud de l'Europe, une certaine tension, un certain malaise qui nécessite qu'on réenchante un peu les choses ou qu'on se demande un peu pourquoi cette Europe a été créée en dehors des seules contingences financières et économiques. En tout cas, il y a un pays qui est en train de se mourir et si demain l'Europe ne parvient pas à réagir, je crois que c'est vraiment l'ensemble du projet européen qui n'aura plus de sens. On aura tué le berceau de la démocratie. Messieurs, je vous propose dans quelques jours de faire un débat sur justement la stratégie, tous les deux, sur la stratégie du choc. On en a dit plusieurs fois dans cette émission, sur cette aussi histoire très contemporaine de hyper-libéralisme. Tout à fait, ouais. Nous le proposerons aux téléspectateurs de France 3 Corse Via Télé pendant le 20h dans quelques jours. Alors commencez à réfléchir, je vous le dis. Vous allez rester en coulisses pour écouter, j'en suis persuadé, le débriefing culturel. La Grèce, de par son histoire, vous l'aurez compris, sa culture a toujours suscité un grand imaginaire chez les cinéastes et les écrivains. Aujourd'hui, c'est la réalité sociale et économique, nous l'avons dit, brutale, qui est au cœur des enjeux. La Grèce et l'austérité, c'est le débrief culture de pendant le 20h. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous connaissez, alors Marie-Ange Philippe, c'est votre premier débrief. Oui. Bienvenue. Merci. Dans l'émission de semaine. Merci. Xavier Affre, notre cinéphile, historien également. Alors vous connaissez la règle, je vais vous demander ce que vous avez retenu du débat et de l'échange entre Paul et Sébastien. Allez, Marie-Ange. Ce qu'a dit Sébastien sur l'impossibilité d'un traitement social d'un pays complètement bloqué a des considérations comptables au détriment de la qualité de vie de ses habitants. Ils ont dit beaucoup de choses formidables. Mais non, j'aime bien la vision de Paul Tourkidourian de l'Europe, c'est-à-dire d'effacer l'Europe, faire l'Europe des nations, c'est un des leitmotifs qui revient souvent chez certains candidats, européens d'ailleurs pour le coup. Et c'est vrai que Sébastien disait aussi, peut-être rappeler un peu ce qu'était l'Europe au moment de la création, c'est-à-dire l'union économique, mais aussi la réconciliation franco-allemande et tisser un peu cette Europe de la paix. On a un peu oublié le mot là, parce qu'il n'y a pas de guerre, mais par contre il y a de guerre sociale. Il y a guerre sociale, guerre économique, c'est le moins que l'on puisse dire en effet. Marie-Ange, nous débutons avec vous. La grande désillusion de Joseph Stiglitz aux éditions Norton et compagnie, c'est également un livre de poche. Oui, alors j'ai voulu rattacher ce problème de la Grèce à une problématique un peu plus globale, celui des ravages de la mondialisation, telle qu'elle est pensée et appliquée aujourd'hui. Donc La Grande Désillusion est un livre qui a maintenant à peu près 15 ans. Et l'intérêt du livre tient aussi dans l'identité de son auteur, donc Joseph Stiglitz, qui est un économiste, l'ancien chef économiste de la Banque mondiale et qui a démissionné de ses fonctions. Il était un ancien conseiller de Clinton et il a tout quitté pour écrire des livres et être conseiller. En fait, on vit au gré de ces expériences et on voit comment... Il a été au cœur du système financier mondial. En fait, on voit comment les institutions économiques internationales et notamment le FMI créent de véritables ravages en leur sein et comment, au final, la mondialisation profite clairement aux pays occidentaux et aux pays riches au détriment des pays pauvres. Alors, il est plein de petites anecdotes. Je ne vais pas toutes les prendre parce qu'il y en a malheureusement des dizaines et des dizaines, mais on voit clairement que le FMI a précipité, voire aggravé des crises qui étaient censées endiguer, comme la Thaïlande dans les années, fin années 90, où la monnaie chute. Le gouvernement propose des solutions concrètes
qui collent à la réalité du pays. Sauf qu'ils sont pris au piège parce que ça ne rentre pas dans le cadre rigide et unilatéral du FMI. Ils s'exposent à de lourdes sanctions. Au final, le FMI veut gérer la crise et c'est toute l'Asie qui se retrouve en crise pendant des années et des années. Ouais, c'est le yo-yo de la monnaie inflation-déflation, c'est souvent le cas quand c'est ça. FMI gère, ouais. Et du coup, Stiglitz nous mène comme ça tout au long du livre vers des absurdités sans nom. Mais il ne fait pas que ça. Il propose des solutions. Au-delà du constat, il milite vraiment pour une autre mondialisation. Il n'est pas contre la mondialisation. Il dit que ce système a des vertus, notamment sur la santé. Il y a des pays qui ont éradiqué des maladies. Mais il propose de remodeler la mondialisation. Au fait, il est presque plein de bon sens, d'un sens évident, et de réformer vraiment les institutions en leur sein. Il propose une liste en fait de réformes dont annuler les dettes des pays endettés. Joseph Stiglitz, qui a été au cœur, vous l'avez dit, Marie-Ange, au cœur du système économique, monétaire, financier. C'est toujours intéressant d'avoir son point de vue, son regard. La grande désillusion. Pour la petite anecdote, la devise de la Banque mondiale, c'est « Notre rêve, c'est un monde sans pauvreté ». Notre rêve est un monde sans pauvreté. Xavier. Oui, alors moi j'ai choisi un petit documentaire qui a une 50aine de minutes, qui est signé, alors il est un peu déjà ancien, mais c'est signé Brigitte Rouen, qu'on avait reçu dans une autre émission il y a quelques années en arrière. Vie. Voilà, on peut voir d'ailleurs ce documentaire sur le DVD, enfin en bonus sur le DVD du film qui a été venu présenter ici, Tu honoreras ta mère et ta mère, qui est un film de fiction. Et quand elle avait tourné ce film de fiction en Grèce, elle est retournée parce qu'elle a travaillé avec des gens là-bas, elle a vu ce qui se passait et elle a décidé de revenir avec sa caméra et de rencontrer les collaborateurs avec lesquels elle avait travaillé et de les interroger sans filtre, c'est-à-dire tel quel, comme ça, voir un peu sur le vif ce qu'ils pensaient de la situation. Et évidemment que les Grecs ont beaucoup de choses à dire sur ce qu'ils vivaient. Alors c'était en 2012, donc on était en plein dans la crise, elle l'avait dit, des 20 000 manifestants, des grèves, des drapeaux allemands brûlés, beaucoup de choses qui étaient très difficiles en Grèce. Et c'est vrai qu'à la vision du documentaire, on est assez, pas étonné, mais on est assez surpris de voir tout ce que disent les Grecs. C'est-à-dire que les Grecs, finalement, nous on les juge, vous savez, les technocrates de Bruxelles les jugent d'en haut, on ne sait peut-être même pas ce que c'est qu'un Grec finalement, et ce que c'est que la base de la Grèce. Et on les voit discuter, et pas forcément avec des avis, tranchés. C'est-à-dire qu'ils savent ce qui se passe, on les voit entre résignation, humour aussi, en 2012. Bon, maintenant c'est vrai que l'épisode Syriza est passé par là. Alors bon, j'entendais mes petits camarades tout à l'heure justement dire sur Tsipras. Je pense qu'on a été un petit peu dur avec Tsipras parce que bon, effectivement, il a été tout seul. Alors le documentaire du coup permet de le comprendre parce que quand on le voit et quand on voit ce qui s'est passé après, non seulement il a été seul. Vous savez, cette Europe qui par exemple impose à la Grèce et à l'Italie de s'occuper des migrants, mais en les laissant tout seuls, parce que c'est bien pratique de laisser les camps là-bas, vous voyez, des migrants, puis de ne pas s'en occuper. Donc pareil pour l'économie, c'est un peu le problème. Et puis le problème, on le voit bien dans le documentaire aussi, c'est les critères. Ces fameux critères européens que certains pays occidentaux comme la France ne respectent pas, bien entendu. Alors nous, on n'est pas à 180% du PIB, évidemment, de la dette. Enfin, la France est un très mauvais élève en la matière au niveau de la dette. Au niveau des pourcentages, là, je crois que c'est 3% la 3%. Règle. Donc voilà, encore une fois, des règles. France, le gouvernement successif ne respecte jamais la règle. Non, peut-être il faut aussi dire, on en parlait tout à l'heure avec Marie-Ange, il faut aussi peut-être dire, il y a des économistes qui pensent, et à mon avis ils ont raison, qu'un pays peut être endetté. La dette n'est pas gênante. Les Américains sont surendettés. La dette permet de financer aussi des projets d'avenir. Surendettés les États-Unis, et ça reste la première puissance mondiale, donc la dette en soi n'est pas. Mais en Europe, on a cette idée de dire il faut zéro. Voilà, en Europe, l'Europe qui est économiquement sous l'impulsion allemande, que les choses soient claires. Et française, n'ayons pas peur des mots. C'est le couple franco-allemand quand même, de toute façon. C'est vrai. Allez, on va passer en quelques secondes, Marie-Ange, le tome 3 d'une série de polars, Athènes en feu, de Gordon et Marbeau, éditions Les Points sur le i. Oui, donc une série de polars, vous l'avez dit, qui s'appelle Panique à la banque, donc des meurtres sous fond de crise financière. Le tome 3 se passe entre la Grèce, la France et la Turquie. Et la réalité du contexte historico-économique s'enchevêtre avec la fiction, celui d'un meurtre d'un directeur financier dont on soupçonne qu'il s'agit d'une attaque terroriste. Alors ça fait un peu cliché comme ça, mais ça permet de au moins revenir sur les grands événements marquants de cette crise économique grecque. Xavier, on va terminer avec vous. Vous avez quelques idées. Un film qui s'appelait Chaos, les visages humains de la crise grecque, donc de Anna Dumitrescu, là aussi, une photoreporter, donc sur le vif. Elle prend des images, elle essaye de rencontrer des gens, avec en fil conducteur toujours la vie d'un anthropologue qui s'appelle Panagiotis Grégoriou, qui explique, historien, il est aussi anthropologue, et qui explique justement, qui est le fil conducteur du documentaire, et qui montre un peu
cette espèce d'âme grecque qui est peut-être en train de se perdre, la résignation des gens aussi, on était en 2012. Et puis je voulais juste signaler aussi un ensemble de courts-métrages qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Voyage en Grèce par temps de crise, où il y a plusieurs courts-métrages de fiction, alors qui évoquent le chômage, la dette, donc plein d'idées. Un court-métrage aussi où il est question d'une femme qui se fait dévorer par un monstre qui s'appelle Dette. Donc ça, c'est plutôt marrant. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sortent, beaucoup de reportages aussi. Notamment un sur Goldman Sachs aussi. Sachs. Ah, mais oui, vous voilà. avez quelques Donc, secondes. Oui, si qui est vous, disponible sur Vimeo, je crois. Un reportage sur Goldman Sachs. Il faut le voir absolument. On voit comment vraiment la spéculation tue un pays. Enfin, comment des gens derrière un ordinateur décident de la vie ou de la mort d'un pays. Paul en a parlé un petit peu de Goldman Sachs. Ou ces agences de notation, on pourrait rajouter aussi. Vous savez, ceux qui disent A++, A+, on se croirait à l'école, avec le bulletin de trimestre. Et évidemment, ces gens-là qui, en même temps, ça participe à la spéculation sur les notations. Oui, c'est vrai. Nous reviendrons, je vous l'ai dit, très chers téléspectateurs de France 3 Corse Via Steel, sur toutes ces questions, sur le néolibéralisme, le libéralisme sauvage, la mondialisation exacerbée, la stratégie du choc. Dans quelques jours, j'ai mis la pression sur Paul Touré-Dorian et Sébastien Pizan pour l'évoquer. Et je vous la mets sur vous aussi, parce que vous allez vous aussi plancher sur cette question pour le débrief. Oh, je sais que ça vous fait Mais ils travaillent déjà, je l'ai croisé, ils travaillent déjà, ils prennent des notes. Déjà. Oui, j'en suis persuadé, j'en suis persuadé. Merci à tous les deux d'avoir débriefé notre débat du soir. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain, même lieu, même heure, pendant le 20h évidemment sur France 3 Corse via Stella.